Bonjour à tous, Olivier Gendry, je suis directeur délégué d'EPITA Lyon, une école d'ingénieurs en informatique, et avant donc j'ai passé 15 ans dans l'industrie en tant que directeur de production ou directeur de site dans le domaine de l'électronique grand public et de l'automobile. Et je suis arrivé un peu par hasard dans le monde de l'industrie, dans le monde de la formation, pardon. Donc je souhaitais vous parler aujourd'hui de l'impact de l'IA dans l'industrie, parce que donc il y a une révolution qui est en train de se faire, vous en doutez. Et déjà, on va parler peut-être de l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est un concept qui a été mis en œuvre pour essayer de faire en sorte que l'outil de production en France puisse évoluer au niveau de l'Europe. Et je dirais que c'est des industries du futur. C'est aux différentes entreprises de définir son industrie du futur, sa stratégie qu'elle souhaite développer et les choses qu'elle souhaite mettre en place dans son entreprise. On va avoir quelques exemples déjà qui sont marquants, qui nous ont bousculés quelque part. La fabrication additive, déjà, premièrement, c'est un nous sommes passés d'une production, on va dire, qui était donc par élimination de la matière. Et aujourd'hui, nous devons réfléchir, penser en ajout de matière. Parce que l'impression 3D, c'est de l'ajout de matière. Donc ces conséquences... Ça a eu aussi des conséquences sur la réduction, aussi avec ces outils imprimantes 3D, de pouvoir réduire les temps de fabrication, l'implémentation des lignes de fabrication, les temps de conception des pièces, et peut-être en supprimant des étapes de production, je pense à des pièces mécaniques à partir d'imprimantes 3D, par exemple, qui réalisent des pièces de sortie de moulage. Voilà. Donc on peut éviter, par exemple, des reprises au niveau de l'usinage. Vous avez aussi la nécessité avec ces pièces peut-être de repenser aussi les logiciels qui permettent de concevoir, de simuler, de calculer les efforts sur les différentes pièces et revoir cette conception. Et donc nous sommes passés d'un monde de prototypage où avant on devait faire des prototypes, on faisait des essais, on pouvait passer en phase d'essai, de pilote, au niveau des lignes de production avant de passer en masse production, ce qu'on appelait généralement dans l'industrie. Et nous sommes passés donc de ce monde de prototypage et donc la nécessité peut-être de refaire des prototypes si les résultats n'étaient pas satisfaisants, à un monde de la simulation où aujourd'hui on simule et généralement on implante quasiment directement les solutions sur les lignes de fabrication. Autre exemple aussi, donc la réalité virtuelle ou le jumeau numérique a permis aussi aux entreprises, elles se sont emparées très vite de ces outils pour justement former les opérateurs, les agents de maintenance, les différents profils de l'entreprise au métier, en situation virtuelle, ce qui évite de monopoliser une partie, un îlot, une partie de l'usine pour faire, entre guillemets, une école, pour pouvoir donc mettre en apprentissage les personnes, pour les monter en compétences au niveau des îlots. Ça a l'avantage aussi donc de mettre ces personnes en situation de presque accident, de situation à risque, virtuelle bien sûr, pour pouvoir donc mieux les former, mieux les suivre par rapport à cette montée en puissance. Cette possibilité aussi a permis aussi le jumeau numérique, et certaines entreprises commencent à l'utiliser, à définir donc l'entreprise carrément ou les lignes de production en jumeau numérique pour pouvoir implémenter des postes de production, des machines en situation virtuelle sur le jumeau numérique pour valider les process, les flux, l'organisation, le découpage de la ligne, et donc de faire l'implémentation directe, encore une fois, plus rapidement de la ligne en production. Ces outils, ça nous amène donc à dispenser, et c'est une des problématiques importantes que les entreprises devront faire face, c'est de faire en amont ou de réaliser en amont des formations aux outils informatiques. Si je prends l'exemple aussi bien avant du passage des tours fraisage traditionnel au système à commande numérique, il a bien fallu un moment passer de la personne, l'usineur ou le tourneur qui était avec des systèmes à manivelle pour, je dirais, régler sa machine, à un système avec un langage informatique de pilotage sur la ligne.
Donc il y a une transition technologique et une révolution technologique importante. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui en exemple par rapport à tout ça. Donc ça veut dire que ces collaborateurs moins qualifiés, mais il va falloir aussi les aider à augmenter. C'est une vraie problématique et c'est l'enjeu un peu des entreprises de pouvoir réfléchir à tout ça. Donc on passe ce monde de prototypage à un monde de la data où on va gérer en virtuel, en simulant les flux et après faire l'implantation en direct. L'industrie du futur aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de briques technologiques. On va apporter des briques technologiques qui peuvent être certains types d'objets connectés, des outils, de la RFID, des objets IoT dans l'entreprise pour permettre de répondre à des gains de productivité, à des fonctionnalités précises dans l'entreprise. Mais je dirais que c'est une succession de briques qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de lien dans l'industrie. Si on prend sur une ligne de fabrication, on pourrait avoir plusieurs briques technologiques qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Ça a des conséquences, bien sûr, de développer pas mal de choses. Ça peut aussi avoir des conséquences aussi avec la relation client, où c'est le client, à la limite, vous avez l'exemple avec les lignes Adidas. Il y a une usine école qui a été faite par Adidas, où en fin de compte, le client choisit donc son modèle de chaussures. Il la conçoit lui-même, ou il demande avec peut-être des parties de design très personnelles. Et c'est automatiquement après la machine et la ligne de production qui va reproduire les chaussures demandées par ce client. Vous voyez, on pourrait aller jusqu'à des impacts comme ça. On pourrait choisir demain son véhicule sur un site internet et automatiquement ces données sont envoyées au constructeur et qui va nous construire la ligne, le produit, le véhicule en question. Donc ça, c'est des défis d'organisation, parce que quand on a dit tout ça, c'est comment on a une usine qui est agile et qui arrive à répondre à ce besoin quasiment unitaire. Donc c'est un vrai problème et une belle opportunité à la fois. La technologie, l'industrie du futur, c'est aussi donc, des problèmes d'organisation sociale des entreprises. Au niveau humain, et pour les femmes et les hommes, c'est une révolution pour moi importante. Au-delà de l'IA, il faut aussi que les personnes derrière puissent, acquérir ces compétences. Donc il y a au sein des entreprises une identification des métiers. Par exemple, si on prend le technicien bureau d'études ou l'ingénieur bureau d'études, aujourd'hui il travaille dans un monde multiculturel, international. Il peut être dans une équipe où il ne va jamais rencontrer les personnes qui travaillent avec lui dans son équipe parce qu'ils sont par exemple en Inde ou en Chine. Donc il va devoir maîtriser, au-delà des outils, de son outil de CAO par exemple, il va devoir maîtriser des outils au sens large du numérique. Et on peut retrouver cette problématique à tous les niveaux. Donc la maîtrise des outils numériques en fonction de ses responsabilités, donc maîtriser les datas pour pouvoir modéliser, pour pouvoir donc utiliser ces outils. Et je dirais que tous les métiers, de l'opérateur à l'ingénieur, seront impactés par ce mode, et on le voit déjà aujourd'hui, de plus en plus d'outils complémentaires qui viennent aider la personne. Un salarié, donc, en fonction de son autonomie, il pourra prendre des décisions en exploitant donc, les données avec un environnement machine au regard de ses responsabilités, qui pourra donc, à partir de là, avoir soit une aide à la décision, voire une proposition d'action pour donc intervenir sur ces lignes de fabrication. Ça peut être à la fois pour expliquer que là, il faut changer, par exemple, de production. Pour l'agent de maintenance, c'est voilà, attention, on a un risque de casse, on a un risque d'usure où il faut intervenir pour changer tel organe sur tel équipement. On pourra même lui expliquer la référence, lui donner la référence du capteur ou du composant à changer. On pourra même lui présenter le mode d'emploi et les actions de réglage à réaliser pour changer et régler la machine. Donc on pourrait avoir tout ça. Donc bien sûr, c'est l'IA qui va apporter cet outil, qui va apporter cet outil d'aide à la décision, qui va permettre de scénariser les différentes possibilités d'action en fonction bien sûr, de l'autonomie de la personne et de sa responsabilité.
Donc on devient, je dirais, chaque entreprise doit définir en fin de compte ce qu'elle souhaite faire aussi par rapport aux compétences de ces personnes, aussi à la montée en puissance de ces personnes et sa capacité à se dire à un moment je vais en fin de compte faire en sorte que demain mes opérateurs ou mes agents de maintenance soient en capacité à partir peut-être d'un outil avec un environnement numérique, qui peut être tout simplement une tablette, de pouvoir piloter la ligne de production avec de la donnée, avec une intelligence artificielle qui viendra l'aider à décider, l'aider à faire sa mission, par exemple, de changement de campagne de production sur une ligne de fabrication ou de réglage des machines sur la ligne de fabrication. Alors on pourrait encore aller plus loin, on pourrait aussi avoir donc des lignes intelligentes. Alors aujourd'hui, et je pense que ça sera l'avenir, aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, on a eu des lignes qui ont été fortement automatisées avec des systèmes de production, de supervision. Et comme je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui complété bien sûr par les IoT, hein, donc tout ce qui est donc les capteurs intelligents connectés à Internet qui permettent de récupérer de la data et donc qui nous permettent d'améliorer l'efficacité, la production et la qualité des outils. De plus en plus aussi, on a arrêté de faire du prélèvement, par exemple, ou du contrôle qualité par prélèvement parce qu'on n'avait pas les moyens techniques qui nous permettaient de faire du contrôle à 100%. Aujourd'hui, on peut faire ce contrôle à 100%. On peut même décider ou peut-être faire des interventions qui nous permettent de réagir immédiatement au regard de ce qu'on peut voir. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des lignes en boucle fermée. Je m'explique, des lignes en boucle fermée. Par exemple, on pourrait avoir, si je fais une mesure, par exemple, sur une dimension, une longueur d'une pièce, et que je vois à un moment une dérive, ben, l'intelligence artificielle pourrait me dire, attention, il y a une dérive, et donc d'informer, par exemple, le pilote de ligne, que je vais modifier donc la consigne du process amont, de la machine amont, pour corriger en fin de compte cette erreur, hein, pour recentrer les paramètres de la machine amont. Donc ça pourrait être un changement d'une consigne de température sur un four, par exemple. Ça pourrait être, pourquoi pas, modifier le programme d'une machine d'usinage, hein, avec une intelligence artificielle, avec ou sans aide de personne. Ça, c'est une question, et c'est où souhaite aller l'entreprise. Hein, que souhaite faire l'entreprise. Mais voilà, c'est ça qui serait intéressant, de pouvoir avoir cette usine en boucle fermée qui s'autopilote, entre guillemets, avec les process amont, en fonction de, bien sûr, ce que veut, la stratégie que souhaite développer l'entreprise. Mais aussi, première étape, déjà avant tout ça, c'est peut-être déjà d'avoir l'opérateur ou le pilote de ligne qui puisse avoir une proposition d'aide au diagnostic ou d'aide à la décision pour intervenir sur les équipements, y compris l'agent de maintenance qu'on a évoqué, ou le patron de production qu'on évoquait tout à l'heure, ou le patron de logistique. Donc voilà, on pourrait avoir donc ces différentes lignes connectées, autonomes, capables de remonter les informations, hein, et de faire des pré-diagnostics, hein, aussi pour les agents de maintenance, par exemple, pour intervenir sur donc les risques de panne avant la panne. Donc peut-être que demain, la maintenance corrective ne sera plus une réalité. La maintenance corrective, c'est quand on intervient sur des équipements qui sont en panne. On arrivera peut-être à s'arrêter juste avant la panne ou la casse pour justement intervenir grâce à ces outils, à l'IoT, à l'IA. Les lignes de production, donc on pourrait donc aussi, on collecte beaucoup d'informations, donc il faudrait collecter aussi le juste nécessaire, des informations qui nous seraient utiles pour pouvoir donc gérer aussi les données issues de fabrication qui sont les aléas et défauts. Et l'intelligence donc artificielle devrait être au juste et nécessaire pour pouvoir donc avoir cette interface homme-machine, comme j'évoquais tout à l'heure, qui permettrait donc en fonction du niveau d'autonomie de la personne, de pouvoir au plus juste répondre à ses besoins et de lui permettre de faire son travail. Mais vous voyez, la grosse problématique pour donc les entreprises, c'est d'avoir justement de former en fin de compte ses collaborateurs à ces nouveaux métiers, parce qu'un pilote de ligne d'aujourd'hui, ben, ce n'est pas un pilote de ligne de demain. Et donc, il faut pouvoir évoluer, qu'il soit à l'aise avec ces outils numériques et puis qu'il puisse donc travailler dans ce domaine. La conclusion, c'est que aussi, au-delà de toutes ces problématiques, il y a aussi donc l'approche, on va dire,
qui est les attentes en fin de compte du grand public par rapport à l'industrie. Hein. Donc c'est aussi la complexité de tout ce que je viens de dire se rajoute aussi avec la problématique de l'entreprise de pouvoir prendre en compte les fortes attentes du monde socio-économique qui sont les enjeux environnementaux, la RSE et la décarbonisation. Mais ça, je pense que les entreprises se sont déjà bien emparées de tout ça et je pense qu'elles vont réussir. Et pour moi, l'industrie, ça reste quelque chose de moderne, de novateur et qui est très intéressant et qui va offrir de belles carrières donc, à toutes les personnes qui souhaitent embrasser ces métiers. Voilà. Juste peut-être pour terminer, donc je présente rapidement l'EPITA. Donc l'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en informatique. Donc il y a 5 sites. Moi, je suis directeur du site de Lyon. Et à Lyon, on forme des ingénieurs donc, en informatique et entre autres, vous vous doutez bien qu'on va former aussi des ingénieurs en informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle, entre autres sur Lyon, et dans le domaine de l'industrie du futur, vu de l'ingénieur informaticien, et vous comprenez tout à fait aisément ce que ce qu'on est en train de faire à l'EPITA par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, donc on peut répondre à vos problématiques par rapport à tout ça, et je peux prendre, si vous voulez, quelques questions. Pas de questions ? Bonjour Olivier. Comment assure-t-on la cybersécurité des usines? Parce que tout l'IoT qui est là, les intrusions sont facilitées. Oui, alors tout à fait. C'est un vrai problème dans les entreprises aujourd'hui encore, parce que donc il y a les problèmes de cybersécurité. Qui dit IoT dit data et donc dit cybersécurité. Il y a des problématiques aussi de réseau. Basiquement aussi un accès, c'est-à-dire que les entreprises sont physiquement assez ouvertes et on peut rentrer assez facilement encore, malheureusement, dans les entreprises et se connecter sur... voilà. Donc il faut qu'on progresse là-dessus. Et dans cette majeure et globalement, oui, c'est des points de toute façon qui sont obligatoirement abordés, hein, qui doivent être pris en compte, comme la crypto, voilà, des datas. Là, c'est aussi à l'entreprise de définir sa stratégie. Est-ce que les entreprises sont encore frileuses par rapport à l'utilisation de cloud? Donc, est-ce qu'elles souhaitent mettre ces datas, les conserver sur des serveurs en interne, les mettre dans un cloud? Donc, c'est toutes des questions que c'est l'entreprise elle-même qui doit définir un petit peu sa stratégie et ce qu'elle souhaite faire. Je pensais surtout aux intrusions malveillantes. On a un concurrent qui va sur une usine automobile et qui met un bug qui va produire un problème 3 mois après la sortie du véhicule. Alors ça, c'est bien sûr aussi des possibilités, mais là, bon, clairement, c'est le métier d'ingénieur en cybersécurité qui doit pouvoir mettre tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir remédier à tout ça. On a des ingénieurs, on forme des ingénieurs sur Paris dans ce domaine, en cybersécurité, cyberdéfense, à l'EPITA Paris. D'autres questions ? Oui. Oui, et qu'est-ce qui se passerait par exemple s'il y avait un souci avec le cloud où toutes les datas sont... Est-ce que ça mettrait en panne donc tout le processus de fabrication? Est-ce qu'il y a un système de backup en fait qui permettrait à l'humain finalement de continuer la production? Est-ce qu'on est trop en fait lié justement à l'IA et aux data? Et s'il y a un petit problème, un glitch, tout s'arrête? Alors non, il faut éviter ce genre de choses, hein. C'est dans la conception du système qu'il faut éviter. Il ne faut pas qu'on ait quelque chose qui soit complètement fermé et soumise à une data. Il faut qu'on puisse en permanence pouvoir débrayer le système. Je pense que c'est une nécessité. Et aussi de pouvoir isoler. C'est la vie de la production en même temps, hein. On a besoin, en fin de compte, en production, de pouvoir soit ce qu'on appelle fonctionner en mode dégradé, hein. Et donc le fonctionnement en mode dégradé doit être prévu en prenant en compte ces aspects. Pourquoi pas une déconnexion de l'IA. On le voit d'ailleurs dans les hôpitaux aussi, hein, avec ce qui s'est passé dernièrement, parce qu'on est aussi, entre guillemets, dans un endroit où on produit des services, hein, de gestion de personnes malades. Et on a vu avec les hôpitaux qui ont été attaqués, voilà, les problématiques où on avait, en fin de compte, tout le système de traçabilité, de gestion du patient, du flux du patient, qui posait problème, hein, où il revenait, en fin de compte, au papier-crayon. Donc il faut éviter ce genre de choses. Il faut envisager et trouver des solutions. Et ça aussi, ça doit être pensé au niveau de l'entreprise par rapport à ce qu'elle souhaite faire.
Une autre question? Oui. Allô? Allô? M'entendez? Ouais? Est-ce que... N'entends pas, hein? Allô, allô? Allô? Ouais. Est-ce que vous avez dans la région des cas d'usage d'entreprises qui font déjà ce que vous avez présenté? Alors, il y a par exemple ce que j'évoquais tout à l'heure, Adidas, qui a déjà mis en œuvre donc une usine-école, une petite usine, hein, voilà, mais démonstrative, hein, qui permet de faire la conception. En fin de compte, le client va faire sa chaussure et en fin de compte, on va lui produire sa chaussure. Il y a Michelin aussi. Michelin qui est très avancé dans ce domaine et qui fait des choses dans ce domaine avec leur objectif, c'est vraiment d'être en boucle fermée voilà, sur des process. Alors peut-être pas la totalité aujourd'hui, hein, mais voilà, il y a déjà des usines qui travaillent comme ça. Les jumeaux numériques aujourd'hui, sur l'implémentation, ça existe déjà, hein. Si vous avez l'occasion de visiter à Saint-Nazaire, il y a un consortium entre Airbus et donc les chantiers navals qui ont en fin de compte fait des ateliers virtuels. C'est-à-dire que vous vous promenez dans l'atelier, vous êtes avec votre collègue, donc vous êtes dans l'atelier de fabrication de l'Airbus, donc vous avez l'avion virtuel qui est en face de vous, vous avez votre collègue qui est à côté de vous, mais le seul problème c'est que lui il est en Inde. Et il est en train de vous expliquer que là il y a un problème sur l'avion, en virtuel. Voilà. Hein, donc c'est ce genre de choses, ou des formations par exemple de pontiers que j'ai vues sur place. Par exemple, donc le pontier c'est la personne qui va piloter, donc vous savez, une grue qui est axée sur deux axes parallèles. Et donc ce pontier, en fin de compte, il est dans un atelier, il est en situation voilà, virtuelle, et il va devoir soulever, passer par-dessus des obstacles, faire attention à du personnel qui travaille, voilà, et faire des actions dans l'entreprise. Donc voilà, ça existe déjà. Écoutez, je vous remercie. Donc voilà, l'IA sans les personnes, vous voyez, sans la formation des personnes, on ne fera pas grand-chose, quoi. Voilà. Merci à vous. Au revoir.